Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous continuons notre exploration de Carême autour de la vertu d'espérance en abordant un sujet particulièrement désespérant, justement, la crise écologique. Dans un monde confronté au réchauffement climatique, à l'effondrement de la biodiversité et aux multiples formes de pollution, nombreux sont ceux qui vivent aujourd'hui non pas dans une simple inquiétude, mais dans une véritable détresse psychologique face à l'avenir de notre planète. Alors, comment garder espoir dans ce contexte? Jusqu'à quel point devons-nous nous inquiéter? Alors que nous sommes en plein carême, osons même nous poser une question théologique. Quelle gravité a cette atteinte portée à la création, bonne, voulue par Dieu? Quelles actions pouvons-nous entreprendre, tant au niveau personnel que collectif, en tant que citoyens et en tant que chrétiens? Nos deux invités vont nous aider à discerner cette situation complexe. Le père François Heuvet, bonsoir. Bonsoir. Discerner, vous êtes jésuite et vous êtes également... Comment? Espérons qu'on sera discerné. Qu'on sera discerné. Et vous êtes également rédacteur en chef de la revue Études. Et Johannes Hermann, vous êtes ornithologue et vous venez de faire paraître, je le montrerai tout à l'heure, Face à l'éco-anxiété, quelle espérance pour ne pas sombrer. C'était comme si vous vouliez venir dans notre série de Carême. Merci beaucoup d'être là, en tout cas. Alors peut-être pour une première question assez simple, est-ce que nous avons raison d'être inquiets? Et on verra après si on a raison d'être angoissé, mais est-ce qu'on a raison d'être inquiet? Est-ce que il y a une sorte de consensus quand même écologique, scientifique sur la crise écologique? Johannes Hermann. Alors, il y a un consensus scientifique parfaitement documenté sur les différentes formes de cette crise écologique, qu'il s'agisse de l'aspect climat, le plus connu, mais aussi de l'aspect perte de biodiversité, qui est un petit peu sous les radars, peut-être parce qu'on visualise moins les conséquences que cela aura sur nos sociétés, mais aussi sur toutes les atteintes de nature plus chimiques, les pollutions, que ce soit la pollution de l'air, de l'eau, l'empoisonnement des milieux par les microplastiques, etc. Pollutions qui, là aussi, tendent à être un petit peu gommées de nos imaginaires européens, parce que dans les années 80-90, les évolutions législatives ont amélioré les choses chez nous, mais trop souvent en transportant cette pollution vers d'autres pays plus fragiles, moins protégés, et qui se la prennent aujourd'hui de plein fouet, ce pourquoi le pape le rappelle dès les premiers points de Laudato Si. On reviendra là-dessus, c'est un point très très important. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on peut faire de la bonne théologie si on ne prend pas en compte cette réalité scientifique? On ne fera pas de la bonne théologie, parce que je dirais d'abord, pour la première raison assez simple, que la bonne théologie suppose la prise en compte du monde tel qu'il est, et tel que les scientifiques, les experts, les gens compétents nous en donnent le tableau. Donc c'est vrai pour les sociétés humaines, et c'est vrai pour l'écologie, c'est vrai pour l'état de la planète, avec peut-être cette précision supplémentaire que dans la tradition chrétienne, on a peut-être trop longtemps négligé la dimension matérielle, concrète de l'existence au profit d'une valorisation de la vie spirituelle ou de la dimension humaine au sens, étroit du mot. Ce qui est très bien. La vie spirituelle, c'est très bien. Justement, je n'ai rien contre ni la spiritualité ni la dimension humaine. La question n'est pas là, mais si c'est au détriment de notre condition incarnée, concrète, c'est dommage. On a quand même une théologie de la création, et c'est à prendre en compte dans la théologie en général. Ce n'est pas simplement un appendice décoratif, si on veut, de l'histoire humaine. La planète n'est pas seulement un décor de l'histoire humaine, elle fait partie de notre histoire, et ça, c'est à prendre en compte. Et encore une fois, on ne peut pas faire aujourd'hui de théologie sans prendre ça en compte. Alors, est-ce que... Donc, c'est une réalité scientifique indiscutable. Jusqu'où il faut être angoissé, et est-ce qu'on n'est pas en train de partir dans une sorte de psychose? Alors, peut-être pour commencer, donnez-nous, je ne sais pas, alors les chiffres, c'est toujours un peu embêtant dans votre livre. Ce qui est intéressant, c'est que vous donnez des petits exemples. Enfin, je veux dire, voilà. Faites-nous voir ça. Voilà. Alors, déjà, il faut avoir en tête que quand on parle de crise écologique,
On entend par là que l'être humain, en tant qu'espèce, c'est pour ça que ça me parle beaucoup de rappeler l'importance de la nécessité humaine à prendre en compte, l'être humain en tant qu'espèce est confronté à une dégradation de son milieu, de ses milieux de vie, puisqu'évidemment c'est une espèce ô combien adaptable, qui va avoir pour conséquence que ces milieux vont être en décalage avec ses besoins écologiques, ses besoins en air, en eau, en nourriture disponible, en climat habitable, etc. C'est ça une crise écologique. C'est une espèce qui ne se retrouve plus adaptée à son milieu, sauf que c'est nous qui engendrons cette péjoration. Donc déjà, on est sur une question extrêmement grave, puisqu'il s'agit de faire s'effondrer le sol sous nos pieds, littéralement. Donc ensuite, ça a plein de dimensions, plein de formes que l'on peut documenter. Je ne vais effectivement pas revenir sur le climat parce que les données sont bien connues. Au niveau de la perte de biodiversité, ce qui me semble très important à retenir, c'est qu'au-delà des chiffres que l'on avance souvent, des 20, 30, 40% d'espèces menacées selon tel ou tel groupe, c'est qu'on retrouve la même chose quand on parle mettons des oiseaux en Auvergne-Rhône-Alpes, des vertébrés à l'échelle mondiale, des poissons en Europe ou des amphibiens en Amérique. On retombe sur les mêmes ordres de grandeur. Pourquoi ? Parce qu'on a un phénomène global, systémique. C'est l'ensemble des écosystèmes qui sont en train de s'effondrer parce que la planète telle que nous la transformons n'est plus habitable pour eux. Par voie de conséquence, elle ne l'est plus non plus pour nous. C'est d'abord un indicateur. Et là, ces chiffres, au-delà de dire il y a des espèces qui disparaissent, il y en a tant de pourcents, si 20, 30, 40% sont menacés, en fait, toutes le sont. L'ensemble est en danger. Et c'est ce point-là que peut-être on ne réalise pas suffisamment. Voilà, c'est ça la crise écologique, c'est la Terre rendue hostile aux formes de vie complexes et par voie de conséquence à nos économies prospères et complexes aussi, qui en dépendent de plein de manières. Père François. Oui, ça me paraît très important effectivement de souligner ce caractère systémique ou disons de solidarité. Alors, on peut le voir soit d'un point de vue scientifique, effectivement, de prendre conscience que tout est lié. Alors c'est le slogan de Laudato Si, mais qui pourrait être, enfin le slogan, le mot est un peu péjoratif, mais enfin qui dit quelque chose de fondamental et qui est, j'allais dire, très, très caractéristique de l'approche écologique précisément. Qui va en contre, et c'est là le point que je voudrais souligner, qui va à l'encontre de la démarche analytique dans laquelle nous sommes formés depuis le début du temps moderne. C'est-à-dire à serrer les questions, elle non seulement elle est distinguée, mais elle est séparée. Il y a des physiciens, il y a des chimistes, il y a des biologistes, il y a des ornithologues, il y a des spécialistes des vertébrés, etc. Chacun dans son domaine, comme en médecine par exemple, il y a des cardiologues, il y a des pneumologues, etc. Chacun a son domaine. Et on doit s'habituer aujourd'hui à quitter cette vision étroite, en silo, pour prendre conscience que les domaines voisins, ce n'est pas seulement une juxtaposition, c'est tout est en interaction. Oui. Et ça ne fait que traduire finalement cette attitude humaine fondamentale qui est la solidarité. Au niveau de l'humanité, on a parfois du mal à le vivre déjà, cette solidarité, c'est-à-dire que la destinée des peuples qui sont loin de nous, elle nous concerne aussi. Ce n'est pas simplement une affaire de charité plus ou moins superficielle, c'est qu'elle nous concerne aussi. Et pas simplement le sort des autres composants de l'humanité, mais aussi le sort des autres espèces vivantes, ça nous concerne. Et ce n'est pas du luxe. Voilà, je crois que c'est vraiment essentiel à souligner ce point-là. Est-ce que ça nous concerne, Yann Esserman, pour des questions d'esthétique, parce que c'est quand même plus joli si on a beaucoup plus d'échassiers dans nos rivières, etc. C'est joli. Ou est-ce que ça nous concerne, je veux dire, comme vous dites, on va disparaître de la même façon que les grands fauves disparaissent ? Alors, les deux, c'est effectivement une merveille que la création, et ce n'est pas par hasard dans le projet du Créateur s'il nous a placés ici, s'il nous place entourés d'un univers beaucoup plus vaste, et ici nous apparaissons finalement tard dans l'histoire de l'évolution, et au milieu de toutes ces espèces. Mais c'est aussi, en effet, cette réalité scientifique que nous sommes liés à toutes ces espèces, par ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire que le vivant sauvage produit des choses pour nous. Ça inclut l'un des plus connus, c'est la pollinisation. Donc là, la pollinisation, il ne faut pas oublier que l'abeille domestique n'en fait qu'une toute petite fraction et que les papillons en assurent une grande partie. Diverses espèces de mouches aussi. Donc voilà, c'est l'un des services
écosystémiques les plus connus, les plus décisifs. Mais il y a aussi tous les cycles de la matière. Il n'y a pas de ressources nutritives pour les plantes dans le sol s'il n'y a pas tout un ensemble de communautés, depuis des bactéries jusqu'à des invertébrés ou même des plus gros animaux qui vont assurer la transformation de la matière organique. Il y a un rôle épurateur des eaux, assurés par les zones humides, qui vont piéger par exemple les métaux lourds. Il y a le rôle des forêts dans le maintien du régime des pluies localement, ce qui amène des associations africaines à se préoccuper à fond de reforestation, parce que pour eux c'est localement décisif. Tous ces services, on les évalue grosso modo, alors 0,5, 1,5 fois le PIB planétaire. Peu importe, ça veut dire que l'ordre de grandeur, c'est celui-là. Ça veut dire que sans écosystème en bon état, il n'y a pas d'économie humaine prospère. Donc c'est un sujet absolument décisif, tout autant que le climat en lui-même. Le climat est un impact supplémentaire qui vient frapper ces écosystèmes déjà très endommagés. Donc oui, nos destins sont liés, leur dégradation est un mauvais signe en tant qu'indicateur, et c'est aussi le signe que ces services écosystémiques vont nous faire défaut et que nous sommes réellement face à un danger grave et reconnu par des instances internationales comme la FAO ou la Banque mondiale. Tapons au porte-monnaie, le PIB. Justement, ça ne parle pas simplement des petites herbes et des petites plantes, ça parle aussi d'argent, ça parle aussi de société, ça parle aussi même de solidarité humaine, tout ça. Ben, oui, évidemment, je crois que c'est important, surtout dans un contexte mondial qui revient à l'affirmation de la réussite industrielle, enfin, plus qu'industrielle, enfin, économique, financière. Voilà, se dire, oui, enfin, bon, il y a des besoins effectivement d'argent dans ce domaine-là, mais prendre conscience aussi que tous ces biens dont nous disposons, ils proviennent pour une bonne part de ces services écosystémiques. Et que arrêter de se focaliser uniquement sur le succès économique au sens étroit du mot. Ouais. Parce qu'on ne va pas y arriver. Enfin, de toute façon, au bout d'un moment, il est en train de se paralyser. Et puis tout est lié, c'est-à-dire s'imaginer qu'on va réussir économiquement en laissant de côté cet environnement, l'écosystème, c'est une illusion, parce que l'économie va s'effondrer aussi. Donc voilà, je crois que c'est pas une affaire, encore une fois, c'est pas une affaire de luxe, c'est pas une affaire de petit plus qu'on va ajouter à son existence. Souvent, on voit surtout chez nous en Europe, on voit la question écologique comme étant une question de bien-être. On mange bio, c'est meilleur pour la santé. On est dans des villes moins polluées, c'est meilleur pour la respiration. Mais c'est beaucoup plus fondamental que ça. Et en particulier pour des personnes de pays moins riches, c'est pas une affaire c'est une affaire essentielle, une affaire vitale d'avenir de la population. Vous, j'ai dit, vous êtes ornithologue, vous le voyez est-ce qu'il y a des exemples très simples Alors oui, bien sûr, je le vois, et c'est très inquiétant parce que ça donne la mesure de l'intensité du phénomène. Ouais. Une crise d'extinction, logiquement, ça se déroule, les crises d'extinction géologique se sont déroulées sur des dizaines de millénaires. Genre les dinosaures, quoi. Voilà, je pense qu'ils ont mis 50 000 ans environ à disparaître. On a le temps. Là, pas du tout. Mais là, on le voit à vue humaine. J'ai vu, par exemple, l'hirondelle de fenêtre quasiment disparaître de la ville de Lyon. Il y a encore une vingtaine d'années, il y avait plusieurs colonies regroupant des dizaines de nids. Aujourd'hui, il y en a une avec une seule dizaine de nids. J'ai vu des espèces comme le moineau friquet passer d'espèces banales qu'on ne prenait même pas la peine de compter dans les années 2000-2005 à celui d'espèces véritablement rares. Les densités d'alouettes dans les champs aussi, être divisées par 2, par 3. Il suffit de consulter d'anciens numéros de l'excellente revue La Hulotte, parue il y a une cinquantaine d'années, donc au milieu des années 70, sur les oiseaux qu'on pouvait observer au bord des routes. Et on y voit citer le tarier des prés, un petit passereau des prairies denses, la chouette effraie, les busards, qui sont aujourd'hui des espèces qui ne restent présentes que dans les milieux les mieux préservés.
qui ne sont plus du tout des espèces communes J'avoue, à l'échelle... je m'intéresse beaucoup aux oiseaux, j'avoue que je n'ai jamais vu de chouette effraie. Enfin, je veux dire, autre qu'en faisant exprès. C'est très difficile à voir, enfin on n'en voit quasiment plus. On est passé du niveau où il était courant d'en voir malheureusement écrasés sur les routes, à on n'en voit plus parce qu'il n'y en a tout simplement plus à écraser. Oui. Donc oui, les anciens peuvent aussi nous dire qu'ils voyaient des grands rassemblements d'hirondelles sur les fils au mois de septembre, au moment du départ en migration. C'est devenu extrêmement rare. Les reptiles, on fantasme beaucoup sur, avec la déprise agricole, va y avoir des broussailles, va y avoir des vipères. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un serpent vivant dans la nature? Oui, il y a quelques années. Hein. Voilà. Quelques années, oui, c'est vrai. Donc ça fait partie de tous ces signes qui montrent qu'à l'échelle de 30 ou 40 ans, oui, on peut voir concrètement l'extinction à l'œuvre ici en Europe. Je pense que c'est tout aussi visible dans d'autres contrées, mais je ne m'aventurerai pas parce que je n'ai pas des compétences assez pointues. Et ce que nous disent les entomologistes qui sont engagés sur ce groupe de faune de longue date, c'est que c'est encore pire, puisqu'en fait les oiseaux globalement régressent à cause de la disparition des insectes. Oui. Eux, ce qu'ils ont vu en termes de disparition d'espèces un petit peu spécialisées en termes de milieu, mais aussi en termes de densité, c'est terrifiant. Ouais. Alors, c'est terrifiant, il a employé le mot. Est-ce qu'il faut être très inquiet et est-ce qu'il faut être, j'allais dire, dans une situation de psychose? C'est une série sur l'espérance, il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose. Votre question me rappelle d'abord cet ouvrage un peu ancien, mais encore valable, du philosophe Franz Jonas, le principe de responsabilité, qui indiquait la peur comme étant un élément de mobilisation. Donc la peur, c'est à double tranchant. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir là-dessus, parce que d'un côté, ça peut effectivement mobiliser, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment de quoi craindre. Ce n'est pas, encore une fois, une affaire de luxe ou d'amélioration. Il y a vraiment un problème de fond. Rappelez juste une petite parenthèse pour faire écho à ce que Jonas disait à l'instant. 1962, le livre de la biologiste américaine Rachel Carson, Un printemps silencieux, qu'elle constatait la disparition des oiseaux, donc le printemps devenait silencieux, du fait de la disparition des insectes. 1962, donc c'est pas d'hier. Il faut le temps de la prise de conscience, c'est quand même voilà. Donc c'est bien un peu j'allais dire un peu provoqué, pas simplement de dire ce serait bien de voilà. Non, il y a un problème. Et si on n'y va pas, eh bien, il y a une catastrophe qui nous attend. Bon, versant positif. Le versant négatif, pour faire un peu subtil, si on passe de la peur à l'angoisse, c'est la paralysie. Oui. Si finalement la catastrophe nous attend à court terme, à quoi bon se mobiliser? De toute façon, ça va être la catastrophe. Et il y a même un effet spirituel pervers de ça. Que finalement, si c'est la fin du monde, c'est le retour du Christ. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. A-t-on là? Vous y avez pensé a-t-on là? A-t-on là? Eh bien, a-t-on là? Oui. Oui. À la limite, presque, c'est encore plus pervers. Profitons du bien-être que nous avons encore aujourd'hui. Et puis, voilà. Donc, mangeons et buvons. J'espère que nos téléspectateurs. Demain, nous mourrons, puisque disait Saint Paul. Nos téléspectateurs ne vont pas tomber dans ce genre de panneau. Mais en tout cas, pour revenir à une chose peut-être plus sérieuse, effectivement, comment trouver la bonne mesure, comment à la fois prendre conscience qu'effectivement une vraie catastrophe est possible. On peut pas, c'est pas simplement dans 300 ans. Hein, et pour certaines personnes, pour certaines sociétés, c'est demain ou après-demain. Pour nous, en Europe, on a davantage les moyens de se protéger, de compenser certaines choses, plus ou moins. Enfin bon, ça encore. Mais Johannes nous dira un petit mot bientôt. Mais en tout cas, voilà. Donc, je crois que c'est essentiel de se mobiliser. D'accord. Donc, il faut avoir un petit peu peur. Un petit peu peur, oui. Un petit peu peur. Bon, c'est un peu facile. Vous êtes d'accord avec l'idée qu'en Europe, tout va bien? Alors, je suis pas d'accord avec l'idée qu'en Europe, tout va bien. Il y a quelques conjonctures telles que le caractère tempéré du climat, la profondeur des sols et les moyens financiers dont on dispose pour agir, qui font que, pour l'instant, on arrive à amortir un peu certains chocs parce qu'ils sont moins violents et que, du coup, ils sont à la fois moins forts et nous sommes plus robustes. Donc, pour l'instant, on peut s'offrir le luxe du déni. C'est le déni qui est un luxe et non l'inverse en écologie.
Il suffit de regarder ce qui se passe dans des latitudes plus basses où notamment les sols sont plus minces, les régimes de précipitation plus violents pour constater que les impacts sont tout de suite beaucoup plus brutaux. Et aussi, parce que vous l'avez commencé à le dire, parce qu'on a un peu poussé nos déchets du côté du Sud, soyons assez clairs. Ça n'a rien arrangé, oui. De même qu'on continue à vendre des pesticides que nous, on a interdits parce qu'on a constaté leur nocivité. Le printemps silencieux était motivé par l'utilisation massive du DDT, qui était à l'origine quand même créé comme un gaz de combat et qui s'était avéré un pesticide fantastique. Alors, ça défonçait tout. Il a été utilisé encore assez largement, notamment en Afrique, pour faire face au paludisme, puisque il permettait aussi de réguler les moustiques, jusqu'au moment où on s'est aperçu que les impacts sur la santé humaine, mais aussi l'adaptation du moustique à cette molécule, les résistances, ça va extrêmement vite de la part des ravageurs, faisait qu'il fallait en sortir. Et les pays concernés ont dit « stop, ne nous envoyez plus ce machin, il faut faire autrement ». Donc oui, on a cette différence de fragilité, mais il ne faut pas néanmoins se croire à l'abri. C'est juste un petit délai. Il ne faut pas s'imaginer survivre seul, préservé des catastrophes qui se produiraient si loin, si loin. D'autant que le climat, il est mondial. Tout à fait. Donc, même si, nous, par hypothèse un peu absurde, on améliorait le climat sur la superficie, sur l'hexagone français, c'est comme le nuage de Tchernobyl, si on mettait une sorte de forteresse qui garde le climat, de toute façon, ça ne servait à rien. Enfin, le climat, il évolue au niveau mondial, donc on sera affecté tout autant. Il y a quelque chose d'important dans ce qu'on... Enfin, on l'a dit, il faut peut-être le redire, parce que l'une des grandes idées de Laudato Si, et à une certaine époque, elle a été même, c'était presque pionnier, c'est de dire que on reproduit une sorte de lutte des classes mondiale avec cette histoire de climat, puisque des pays riches profitent de la pauvreté et de la faiblesse du reste de la planète. Bien sûr, oui. Oui. Laudato Si se présente comme une encyclique sociale, c'est-à-dire que c'est évidemment, c'est le sort de la nature qui est la planète qui est en cause, c'est aussi le sort de l'humanité et en particulier l'effet sur les inégalités. Que la lutte contre le réchauffement, la lutte pour l'amélioration des conditions de la planète, la biodiversité, etc., a des conséquences sociales. On a commencé à aborder la question pour suivre que de fait, il ne faudrait pas, justement, que la lutte en faveur de l'écologie se fasse au détriment des questions sociales. Que si, par exemple, on dit très bien, nos industries polluantes, on n'en veut plus, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, on n'en veut plus chez nous, donc on va les mettre ailleurs, ça serait l'effet absolument pervers d'une amélioration locale, mais au détriment d'autres pays. La solidarité, elle doit jouer aussi à ce niveau-là. La solidarité, c'est pas simplement des milieux qui ont les moyens chez nous à l'égard de la nature, c'est de l'humanité dans son ensemble. Se rendre, prendre conscience que nos destinées sont liées. Ça, je crois que c'est... voilà. Alors, il faut être inquiet. Il y a même une vertu pédagogique à l'inquiétude. Est-ce qu'il faut être paralysé ? Il ne faut jamais être paralysé. Voilà. Face à l'éco-anxiété, quelle espérance pour ne pas sombrer ? Il ne faut jamais, et toutes les approches, aussi bien philosophiques anciennes que les études les plus récentes, convergent vers le fait que globalement, la peur est plus souvent une émotion qui mobilise qu'une émotion qui paralyse. Et je pense qu'un bon nombre de personnes qui nous objectent à nous, écologistes, vous êtes alarmistes, cela me paralyse, cherche en réalité un peu un prétexte. D'autant plus qu'on ne fait pas qu'alarmer, ça fait très longtemps qu'on œuvre à des recherches de solutions. Et c'est le premier motif d'espérance d'ailleurs que j'avancerai, c'est que localement, il y a des résultats. Il y a des choses qui ont déjà fait leurs preuves, il y a des espèces qui ont pu être mises du coup temporairement, mais hors de danger, des milieux qui ont pu être restaurés, des reboisements, des reconstitutions, il n'y a pas que de la forêt d'ailleurs, qui ont fonctionné et qui montrent qu'on a un savoir-faire technique en écologie, en agroécologie aussi, qui nous montre la voie. Techniquement, on sait faire. On sait
comment on doit restaurer une zone humide. On sait, on a été capable de rendre nos cours d'eau à nouveau habitables par la loutre. Bon, il y a des espèces aussi qui progressent parce qu'elles se sont un petit peu adaptées à nos poubelles. Et habitant en Normandie, je suis désolé de briser le mythe, c'est le cas de la cigogne blanche, par exemple. C'est mignon, la cigogne. Ah, c'est tout à fait mignon, mais elle a appris à faire les poubelles, et d'où son succès. Non, mais par contre, il y a beaucoup de progrès constatés en Europe qui sont réellement dus aux actions entreprises, ce qui montre que nous ne sommes pas désarmés, nous ne sommes pas simplement non plus en train de crier en rond, il y a le feu. On sait fabriquer de très bons extincteurs. Maintenant, reste la question d'arriver à les déployer à l'échelle suffisante. Et là, ça devient une question sociale et politique, complètement. Vous êtes en train de nous dire que, techniquement, on saurait sortir de la crise? Est-ce que vous pouvez aller jusque-là? Sans, enfin, je veux dire, bon... Alors, au point où on en est, notamment du climat, mais même de la biodiversité, je crains qu'on n'échappe pas quand même à certaines phases pas rigolotes du tout. Mais je ne suis pas assez expert et de toute façon, je pense que personne ne peut prédire parce qu'il y a une dimension chaotique dans ce qui est en train de se passer. Par exemple... Oui, au champ scientifique, c'est-à-dire des voilà, choses au niveau scientifique, par exemple, on peut plus prédire, on nous parle beaucoup du Gulf Stream, hein, la dérive nord-atlantique qui devrait tomber en panne, mais on ne sait pas quelles vont être les modalités précises, donc on ne peut pas vraiment prédire. On ne peut pas prédire avec précision, par exemple, le climat de la France dans 30 ans. Donc on a des incertitudes. Donc ça m'empêchera encore plus, moi qui ne suis pas toutologue, de répondre à cette question. D'accord. Mais vous dites quand même qu'on a des moyens techniques. On a des moyens, on a un savoir-faire et on a des connaissances qui ne cessent de progresser. Par contre, le premier choix politique à faire, en particulier dans le domaine de l'agriculture, c'est d'orienter à fond la recherche sur ce qu'on appelle de manière assez vague l'agroécologie. C'est-à-dire une agriculture qui s'appuie sur le fonctionnement des écosystèmes, qui respecte les contraintes locales de sol et de climat, donc avec le risque de devoir anticiper certaines choses, qui s'appuie sur la vie du sol, sur les insectes auxiliaires, etc., et qui travaille avec, au lieu de fonctionner un peu comme une paillasse de labo, à coup de produits on nettoie tout, et on met semences, eau, sels minéraux, et puis ça ne marche pas, parce qu'on a des ravageurs, parce que le climat, ceci, cela, on compense avec des intrants à fond. Voilà. Donc là, on a déjà, par exemple, une voie qui donne déjà des résultats très prometteurs. Pour bien faire comprendre aux téléspectateurs, ce n'est pas du bio dont vous parlez. Hein. Enfin, du bio, je veux dire, simplement, ça en fait partie. C'est pas aussi simple que, le bio. Voilà, c'est beaucoup plus large. Ça inclut aussi ce qu'on appelle permaculture ou encore le domaine de l'agroforesterie. Enfin, c'est très large. Il y a énormément de voies de recherche possibles et qui fonctionnent bien. Et plus on va étudier, plus on va comprendre ce qui se passe et mieux on sera capable d'utiliser les écosystèmes à notre bénéfice et à leur bénéfice aussi, au lieu de les détruire en croyant servir notre prospérité. Père François Heuvet. Oui, ce qui me paraît intéressant dans cette démarche, c'est qu'elle procède d'une observation du vivant. C'est que le vivant n'est plus réduit à un système mécanique comme dans les visions modernes classiques, mais on regarde le vivant tel qu'il est. Voilà. Et on le traduit dans le domaine agricole, dans le domaine économique aussi. Ce qu'il appelle la bioéconomie, un domaine travaillé par des économistes. Tout à l'heure, Régis, vous avez failli me questionner sur ce qu'il allait avoir dans la revue Études, et parce que vous révélez justement qu'il va y avoir un article dans les mois qui viennent sur la bioéconomie, très intéressant, parce que comment l'observation du vivant permet de développer des modèles économiques plus en consonance avec précisément ce monde vivant. Donc je crois que là, effectivement, tous les outils, on les a. Alors, il y a la question politique, vous avez commencé à faire allusion à ça, qui évidemment est la grosse question aujourd'hui. C'est comment on passe de l'échelle locale où des choses se font, effectivement, même parfois industrielles, parce que la bioéconomie concerne aussi, donne des exemples d'industries qui fonctionnent sur des systèmes, disons, circulaires, etc. Il y a des choses qui se font. Comment on passe au niveau politique dans un contexte mondial qui est quand même parfois un peu compliqué de ce point de vue-là. Même si au niveau de l'ONU, il y a des prises de conscience et les objectifs de développement durable, il y a des choses il y a des commissions, bon, bien sûr le GIEC, enfin beaucoup d'autres commissions, mais est fragilisé quand même aujourd'hui. Voilà, c'est un peu l'incertitude du moment. Donc l'importance de l'engagement politique à ce niveau-là aussi.
C'est intéressant parce que justement, on cherche quand même c'est une série sur l'espérance, donc il faut quand même être voilà. Et en plus, je pense que là, les deux, vous nous donnez une voix qui est quand même importante. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont l'impression qu'ils n'ont pas les connaissances scientifiques et les connaissances et puis que voilà, c'est très compliqué, mais s'engager politiquement, ça a quelque chose de, enfin pas d'assez simple, mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, sans forcément être le spécialiste de la cigogne. Enfin, je veux dire, voilà. Donc vous êtes en train de nous dire que une des voies de sortir de cette angoisse, il faut être anxieux, mais il ne faut pas être angoissé, de cette angoisse, c'est l'engagement politique. Une des voies, oui. Je crois que chacun, en fonction de ses capacités, du lieu où il se trouve, peut faire des choses. Bon, évidemment, dans sa vie quotidienne, il y a plein de choses à faire, mais aussi ne pas négliger, je crois que ça me paraît important, ne pas laisser de côté la dimension d'engagement politique. Quel que soit le parti, ce n'est pas une affaire de militer pour un parti particulier, dont je n'aurai pas le nom, mais chaque parti doit intégrer cette dimension, devrait intégrer cette dimension. Justement, est-ce que le christianisme, enfin c'est toujours très compliqué l'engagement politique dans le christianisme, hein, il y a toujours eu des allers et des retours. Comment est-ce qu'il faut s'engager en tant que chrétien? Comment est-ce que vous voyez ça? La tradition chrétienne a des choses à dire dans le domaine, dans le champ de la cité. Pour prendre le moins un peu plus englobant que politique, au sens qu'on entend parti politique. Est-ce qu'il y a une affaire de parti chrétien ou pas de parti chrétien? Mais c'est que, en France, on est dans un contexte, on n'est pas écouté qu'en France, mais en France, on est dans un contexte de laïcité, de séparation Église-État, qui, pour des raisons historiques, on peut revenir là-dessus, a une certaine pertinence. L'effet pervers de cela, c'est de réduire finalement la vie chrétienne uniquement à la dimension privée. Une vie spirituelle, une vie de la communauté, très bien. Mais prendre conscience de la pertinence du message chrétien dans la vie de la cité, c'est quelque chose que fait Laudato Si, du reste. Hein. Et Fratelli Tutti, les encycliques du pape, qui ont été plutôt bien reçues, du reste, globalement, dans la société, montrent bien l'apport potentiel de la tradition chrétienne dans le domaine politique au sens large du terme. Donc c'est dans cette ligne-là qu'il faut aller, tout simplement. Il n'y a pas de solution miracle. Et parmi d'autres, on n'a pas, en tant que chrétien, la réponse à ces questions. Les scientifiques ont leur rapport, d'autres traditions ont peut-être des choses à dire aussi, les religions orientales, si on veut. Enfin voilà. Donc c'est tout ça qui est à mettre en commun. Alors on a dit qu'il y a un engagement social. Est-ce qu'il y a des questions, évidemment on pense trier ses déchets, etc. Est-ce qu'il y a un engagement, j'allais dire, presque personnel? Enfin, est-ce que ça a du sens de faire ça, autre que je sais pas, de faire ce qu'on est imposé, ce qu'on nous impose de faire, c'est trier nos déchets. Alors, je pense déjà que globalement, c'est important de manifester par son engagement personnel dans son quotidien, les adaptations qu'on va pouvoir apporter à sa vie quotidienne, manifester par là auprès des décideurs politiques qu'on veut que quelque chose soit fait. Si on se tient à adopter en grognant ce qui nous est imposé, le décideur qui n'est pas très porté sur le long terme aura beau jeu de dire « vous voyez bien, ils ne veulent pas d'écologie ». Donc, déjà, la première chose, c'est de montrer qu'on a pris le sujet à bras-le-corps, que c'est important pour nous, que nous, déjà, on fait des choix, dans la mesure où on le peut, parce que, comme le dit très bien Laudato Si, on est pris aussi dans une structure de péché, on n'a pas toute la marge de manœuvre qu'on veut, en particulier les personnes les plus pauvres, les plus vulnérables. Hein. Donc chacun fait à sa mesure, mais on peut déjà manifester que c'est important. Une personne qui fait le choix de devenir végane, elle pose un choix fort, qui se traduit par un certain nombre de contraintes pour elle, mais qu'elle juge épanouissante, et elle envoie aussi un signal à la société pour dire « je veux que quelque chose soit fait et j'agis en cohérence ». Je ne le suis pas, mais je trouve la démarche intéressante. Donc on peut reproduire ça dans plein de domaines. Ensuite, il est à la portée d'à peu près n'importe qui d'adhérer à une association. Et ce qui va aussi répondre à la question « je voudrais bien agir, mais je ne sais pas quoi faire » ou « je n'ai pas les connaissances ».
En particulier dans le domaine de la biodiversité, les associations comme la Ligue pour la protection des oiseaux, qui est loin d'être ornitho uniquement, mais qui s'intéresse à tous les êtres vivants, ou France Nature Environnement, ou l'OPI, Office pour la protection des insectes et de l'environnement, dans la moitié nord de la France, offrent des tas d'animations, de formations, de découvertes et permettent de participer à des actions concrètes par lesquelles on va à la fois se former, donc être capable de mieux comprendre la relation qu'on a aux vivants sauvages, en l'occurrence, en quoi on en dépend, en quoi c'est important de la protéger, et retrouver des lieux, à tous les sens du terme, où on peut agir. Des gens avec qui agir, des choses à faire à son échelle ou en groupe. Par exemple, essayer d'obtenir que les espaces verts soient gérés de manière plus favorable aux insectes, ou poser des nichoirs, ou sauver des amphibiens de l'écrasement sur une route. Et là, tout de suite, on a l'impression d'agir. On sait qu'on agit avec des acteurs qui sont scientifiquement, techniquement compétents. On aura des résultats rapides. Quand on gère son petit bout de jardin de façon un peu plus écologique, on voit très vite revenir un certain nombre d'insectes. C'est vrai ? Ah oui ? Ah oui, oui. Vous pouvez... ça amène du coup un autre point de résilience. Ouais. Les écosystèmes ont encore un peu de répondants. Ouais. Donc, quand on trie ses déchets, qu'on prend moins sa voiture, les efforts, ils ont du sens, mais c'est moins visible. Ouais. Là, c'est beaucoup plus visible, c'est encore plus motivant, c'est source d'émerveillement. Donc là, il y a un lieu qui est accessible, qui est pertinent, qui est formateur et qui est aussi un signal politique. Et un début de reconstitution, quoi qu'il arrive en termes de catastrophe, ça sera toujours ça de prix pour l'après. Rendre de la résilience aux écosystèmes, c'est toujours ça de prix. Il ne faut jamais penser que ce qu'on aura fait est perdu. François V. Oui, tout à fait d'accord. On peut encourager ça. Peut-être ajouter un petit point qui peut paraître un petit peu annexe, mais retrouver le sens de l'observation, de la contemplation de la nature. On évoquait les oiseaux, etc. Bon, eh ben, simplement, voilà, observer. Il y avait autrefois à l'école primaire les leçons de choses, qui était une école d'observation. Voilà, prenez un coin de jardin. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coin de jardin ? En termes de minéraux, de végétaux, d'animaux, voilà, allez regarder de près, avec une loupe, enfin, voilà, et puis se renseigner aussi sur Internet, c'est facile. Voilà, ça développe le sens de l'observation et de la richesse du vivant. Et ça, psychologiquement, ça aide justement à prendre conscience de cette solidarité dont on parlait tout à l'heure. Et là, on passe aussi un peu dans la question théologique. Là, on voit bien que l'émerveillement face à la création, c'est le point de départ biblique de l'œuvre de Dieu. Exactement, c'est la contemplation qui permet de s'émerveiller. C'est aussi l'effet de surprise, se laisser surprendre par tout ce qu'on trouve dans un coin de jardin. Rien que ça, sans aller forcément dans les régions très exotiques. Rien que ça, effectivement, c'est la richesse de la création permet de prendre conscience de ce qu'est la générosité créatrice de Dieu. Je crois que c'est le point de départ d'une théologie de la création, c'est pas d'abord une affaire de mise en ordre. Enfin, oui, bien sûr, Genèse 1, c'est une mise en ordre, mais c'est une mise en ordre d'une grande richesse de composantes. Et donc, la prise de conscience de cela conduit directement à l'action de grâce. Finalement, on retrouve les composantes essentielles, c'est-à-dire de la relation chrétienne au monde, à travers simplement ces éléments très, très ordinaires. Et est-ce que ne pas le faire, parce qu'on a un peu, reproché au pape cette formulation d'une sorte de péché écologique, est-ce que vous pensez que ne pas le faire, c'est de l'ordre du péché ? Est-ce que, pas forcément ne pas s'émerveiller, mais ne pas Être indifférent au sort de la planète, c'est de l'ordre du péché, parce que la planète, c'est le fruit de la création divine. Donc le regard sur la planète nous conduit à Dieu. Et refuser de regarder la planète, c'est refuser d'emprunter cette voie qui nous conduit à Dieu. Donc, effectivement, c'est l'ordre du péché, bien sûr. Et oui, vous avez l'air d'être... Oui, tout à fait. L'ornithologue est d'accord. L'ornithologue est d'accord. Bon, déjà, à cause du lien dont on a parlé tout à l'heure des services écosystémiques, rompre ce lien, c'est avoir des conséquences sur nos frères et sœurs en Christ. Donc, c'est aussi de l'ordre du péché de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que c'est en effet une rupture avec le projet du Créateur qui nous a mis dans ce monde où on n'est pas seul, on n'est pas autotrophe, c'est-à-dire qu'on ne se nourrit pas juste d'eau et de sels minéraux, on est solidaire biologiquement de tous ces êtres vivants. Le Créateur, il nous dit quelque chose avec ça.
Oui. Et si on en reprend conscience et si on renoue nous-mêmes ce lien, on renoue ce lien avec Dieu, on restaure, on cicatrise un peu ce lien avec Dieu. Donc ça va beaucoup plus loin que simplement une action écologique. Et c'est effectivement de l'ordre de remédier à un péché de rupture, de déchirure avec notre Créateur lui-même. On était dans le péché, donc, quand on a créé toutes ces usines, tout ce monde-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, c'est pas si simple, parce que les entreprises humaines ont visé quand même au départ à l'amélioration de la condition humaine. Le DDT, on parlait justement des effets pervers, et il ne faut pas l'oublier, c'était essentiel. N'empêche que ça a permis aussi, en Inde, l'amélioration, me semble-t-il, je ne me trompe pas, des rendements de production. Enfin, des insecticides ont pu permettre l'idée, c'était de lutter contre la famine. Les résultats sont là, quand même. Donc c'est ça qui introduit une dimension de complexité aux choses. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de prévoir à l'avance les conséquences d'une technique particulière, parce qu'on ne peut pas renoncer à la technique. De toute façon, même, pensons simplement à la médecine, on en profite quand même des progrès techniques de la médecine. Les conséquences sont difficiles à prévoir parce qu'on est en face du système complexe. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à la question. Si effectivement la visée d'une technique, c'est l'amélioration égoïste d'une fraction de l'humanité au détriment d'autres, ça, il y a du péché de manière assez claire. Hein. Oui. À côté de ça, il faut voir élément par élément quelle est la visée, quelle est l'intention derrière. Et puis de s'informer aussi à partir des éléments dont on dispose sur les conséquences qu'on peut attendre. De toute façon, dans nos actions, c'est un peu le problème du péché originel. Dans nos actions, il y a toujours une part de péché. Non, c'est pas... Ça ne doit pas nous paralyser. Ça ne doit pas nous paralyser. Et dans ce que vous proposez, ça n'est pas forcément de renoncer à la technique, de renoncer à de la recherche, de renoncer au savoir. Vous voyez, cette sorte d'espérance par une sorte de retour dans un repli sur vous voyez, le régime néandertalien, quoi. Non, de toute façon, ça n'aurait pas de sens parce qu'on a des connaissances qui font que nous ne sommes plus les chasseurs-cueilleurs d'il y a 200 000 ans. Et même s'il ne restait plus que 150 000 êtres humains revenant chasseurs-cueilleurs, ils ne le feraient pas comme leurs ancêtres. Ouais. Donc de toute façon, c'est purement rhétorique. Mais en effet, de même que se passer de la technique, ça n'a pas de sens. Tout geste humain relève de la technique d'une certaine manière. Donc personne ne propose ça. En revanche, il s'agit maintenant qu'on est au courant des conséquences réelles de ces actes qui, en effet, avaient pour but d'améliorer notre prospérité, notre sécurité alimentaire, notre confort thermique, sanitaire, etc. Reconnaître que là, il y a des choses, non, c'est trop dangereux. On a trop stérilisé le milieu et du coup, ça se retourne contre nous. Si on persiste à dire que les conséquences, peu nous importent, là, oui, on est dans le péché. Maintenant qu'on les connaît, on doit y remédier. Et donc, c'est une technique prenant en compte, tout simplement, ces données d'interdépendance avec le reste du vivant qu'il nous faut développer. Et comme on le disait tout à l'heure dans le cas de l'agroécologie, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est pas une vue de l'esprit, ce que je suis en train de dire là. C'est des choses qui s'inventent déjà partout, y compris dans les pays du Sud qui recherchent énormément. J'ai eu la chance d'être invité avec ma femme 2 fois au Vatican pour des conférences autour de Laudato Si. On avait rencontré notamment un agronome du Bénin qui me racontait comment ils ont créé un grand centre d'agroécologie. Ils se sont défaits de tel OGM qui avait eu des conséquences agronomiques et sociales problématiques. Et donc, pour chercher d'autres voies pour la culture du coton, si je ne me mélange pas entre diverses personnes, ils développent des techniques agroécologiques adaptées au contexte local. Donc, tout ça, ça existe, c'est très concret. C'est bien de la technique, c'est bien de l'innovation même. Simplement,
ce n'est pas dans la voie de la domination brutale de l'énergie fossile, des chevaux vapeur. C'est une autre façon de penser, de travailler et d'inventer, tout simplement. Je ne peux qu'encourager aussi à s'informer. C'est important de s'informer des solutions qui existent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas seulement en lisant la revue études, mais il y a d'autres. On va y revenir. Très bons livres qui sont publiés. Et en particulier, justement, peut-être un petit mot sur l'édition d'Escargot, parce que je crois qu'encourager Paul Picaretta à continuer dans cette direction, ça c'est important voilà, qu'il y ait des supports d'information sur ces questions. Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte de chemin spirituel là, qui s'offre à nous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre... Vous avez parlé de l'événement, hein, l'événement est notre maître. Hein. Est-ce que là, il y a quelque chose pour le chrétien? Vous voyez, comme si l'événement, c'est ce qui fait qu'après, la vie d'avant ne peut pas être comme la vie d'après. Est-ce que là, vous pensez qu'il y a quelque chose de radicalement différent pour notre spiritualité? Je pense, oui, en résonance avec ce que je disais il y a quelques minutes, autour de l'émerveillement, de la contemplation, de l'action de grâce pour la générosité divine, il y a effectivement un chemin à faire, et c'est là où la prise de conscience écologique est importante pour le monde chrétien, de sortir d'une vision trop désincarnée finalement de la vie chrétienne, pour prendre conscience que Dieu nous parle à travers les différentes composantes les plus concrètes, les plus physiques du monde. Et ça, je crois qu'on a un chemin à faire. C'est présent dans la tradition chrétienne. On peut évoquer bien sûr François d'Assise, l'exemple classique, mais il y en a bien d'autres. Jean Bastère, disparu il y a quelques années, avait fait toute une anthologie de textes de la tradition chrétienne qui montre qu'effectivement cette présence au monde naturel, elle existe dans la tradition. Des figures comme Hildegard de Bingen, très célèbre, il y en a bien d'autres à différentes époques qui ont tracé ce chemin. Je crois que la connaissance de ces personnes, et puis encore une fois la simple contemplation du monde, c'est effectivement un chemin de croissance spirituelle. Les téléspectateurs nous regardent, là, ils sont en plein carême. Alors, il y a toujours, vous savez, ce qu'on appelle les efforts de carême. Alors, on ne va surtout pas demander aux prêtres de nous dire quels sont les efforts de carême. Vous, qu'est-ce que vous nous proposez comme effort de carême? Quel conseil vous nous demandez, vous nous proposez? Alors, on est en plein carême, mais on est aussi en plein printemps. Donc, c'est le meilleur moment pour se lancer dans cette observation dont on a beaucoup parlé. Là, les hirondelles vont commencer vraiment à arriver. Ça fait déjà quelques semaines que les pionnières sont observées sur le littoral. Mais c'est aussi une saison où, par exemple en sous-bois, il y a de nouvelles fleurs tous les jours. Avec les migrateurs qui reviennent, il y a de nouveaux chants tous les jours. Même dans un espace vert urbain, il y a des arbres ou des fleurs nouveaux qui vont... Oui, les fraisiers commencent. Voilà. Et puis des insectes aussi, des papillons qui vont émerger, s'épanouir semaine après semaine. Donc c'est le moment privilégié pour régulièrement se lancer dans une petite observation autour de soi et voir tout ce qui change. Voir tout ce qui change, c'est le meilleur moyen de se rendre vraiment attentif à ce à quoi on ne perdait plus attention. Et renouer ce lien avec les saisons, même en milieu urbain, c'est possible et c'est réellement nourrissant à tout point de vue. Et puis ça introduit aussi à tous les thèmes dont on a pu parler. On comprend mieux aussi le sens de la végétalisation, de pourquoi des connexions écologiques, pourquoi des plantes comme ci ou comme ça pour les insectes, pourquoi, à l'inverse, il ne faut pas saturer le milieu de ruches, parce qu'il n'y a pas tant de fleurs que ça pour les pollinisateurs. Oui. Donc c'est vraiment une porte vers quelque chose de très très large, aussi bien au niveau spirituel, dimension de louange, qu'au niveau formation, apprentissage, découverte et reprise en main de son destin face à son angoisse, que je ne peux que conseiller. Et même en pleine ville, là nous sommes en région parisienne, je conseillerais par exemple beaucoup le parc de la Poudrerie de Sevran, qui est un boisement avec une grande naturalité et qui est très intéressant pour ce genre d'observation, mais il y en a évidemment plein d'autres et dans tous les territoires où l'on peut suivre KTO.
Là où on peut suivre KTE, on peut aussi acheter la revue Études. Qu'est-ce que... Alors, je ne vais pas vous poser la question quel est le prochain numéro, mais quels sont les grands thèmes qui actuellement sont importants pour vous? Les grands thèmes, c'est l'actualité internationale, parce qu'il y a beaucoup à faire, avec le retour de la guerre, quand même, la question de la défense, qui évidemment revient aussi assez fortement, les questions internes, les questions politiques en France, enfin, tous les débats autour de la démocratie qui sont très importantes. Il y a aussi, bien sûr, la vie de l'Église, avec la synodalité, le grand thème, voilà quelques-uns des grandes lignes. On s'abonne sur le site? On s'abonne sur le site, tout à fait. Donc on le cherche avec son... Revue-études.com. Revue-études.com, et sinon on regarde sur son navigateur, on sait toujours comment trouver. Voilà. Revue des études. Et puis, donc Johannes Herrmann, le livre dont j'ai parlé là, qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Enfin, on a déjà beaucoup parlé de tout ça, mais et puis peut-être un mot de ces éditions L'Escargot là. C'est intéressant ce projet-là. Alors, l'idée de ce livre, d'abord, c'était de témoigner de ce qu'est le travail de protecteur de la nature au quotidien. Je n'ai pas travaillé sur les tigres en Inde, ni même sur les vautours dans les baronnies, mais simplement faire partager en quoi consiste ce travail, qui est encore assez mal connu. Rappeler, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on est face à un défi terrible, et témoigner à la fois des moments de désespoir que je vis, parce qu'il ne faudrait pas le nier, c'est vraiment pas facile, surtout en ce moment. On n'a pas parlé de cette nouvelle loi d'orientation agricole qui est une régression catastrophique si elle est appliquée en l'état. Mais aussi de là où je trouvais des motifs d'espérance que j'espère pouvoir partager, qui j'espère pourront être partagés par d'autres qui le liront. Espérance aussi qu'en tant que chrétien, on peut tous apporter chez les acteurs associatifs déjà engagés. On est attendu dans ce domaine-là. Ouais. On ne nous mangera pas. De toute façon, c'est bien connu, les écolos sont tous véganes, donc ils ne mangeront pas. Mais voilà, il y avait à la fois ça et aussi quand même faire tomber les clichés qui peuvent exister chez certains chrétiens sur le monde écolo, qu'on décrit quelquefois comme des animaux étranges, où moi je ne me reconnais pas du tout en tout cas. Johannes Herrmann, face à l'éco-anxiété, quelle espérance pour ne pas sombrer? C'est aux éditions de L'Escargot. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir mieux fait comprendre cette crise écologique et justement comment il faut être éco-anxieux, mais pas forcément, enfin surtout pas plutôt, éco-angoissé. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot, la série de Carême.